il y a des opportunités et des menaces également à utiliser ces modèles-là pour les entreprises visées. Donc, par la suite, on vient de sortir les modèles d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut adapter pour notre situation? Donc, ça, c'est un autre point important aussi à considérer. Donc là, on va revenir sur quelles sont nos ressources à l'interne, c'est quoi notre désir également. C'est pas parce que le voisin a des capacités qui sont beaucoup plus grandes puis des visées internationales qu'on est obligé d'adopter les mêmes visées non plus. Donc, dans ce cadre-là, on va venir cibler notre intervention, toujours la ramener le plus près possible du terrain pour qu'on ait des activités qui viennent répondre à l'entreprise et qui soient opérables aussi. Donc, si on laisse ça juste dans les grands concepts stratégiques, le monde ne se reconnaîtront pas, puis ils ne seront pas intéressés à poursuivre nécessairement les opérations, puis il n'y aura plus de contrôle et la planification stratégique n'aura pas son effet. La gestion par portefeuille, donc ça, c'est beaucoup quand on a des projets de développement où on veut développer un marché. Est-ce qu'on devrait développer le nord-est ontarien ou aller sur les marchés de Montréal? Bon, ben, le nord-est ontarien, ça nous coûte beaucoup moins cher à aller le développer. On devrait avoir des retombées plus rapidement, tandis que si on va à Montréal, là, il va falloir qu'on se trouve un distributeur. Ça va être un investissement beaucoup plus grand. Puis les retombées vont prendre 10 ans au lieu de 5 ans versus le marché nord-est ontarien. Donc, la gestion par portefeuille va nous permettre de dresser les opportunités, puis ensuite de les ramener à un comparable. Donc, il y a des tailles de projets qui sont différentes, des investissements, des chiffres d'affaires également qui vont varier. Il y a des durées qui vont être différentes. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer ça? Au niveau des exemples de projets, je vous parlais de la recherche et développement. C'est la même chose que développer un marché. Donc, est-ce qu'on développe de quoi qui va être rapidement applicable, qu'on va pouvoir revendre, ou est-ce qu'on va justement développer de quoi un long shot qui va nous prendre 5 ans de développement puis qui va nous rapporter pour les 20 prochaines années? Donc là, ça risque d'être un petit peu plus risqué dans ce cadre-là, dépendamment de la planification qu'on en fait. Acquisition des équipements, c'est la même chose aussi. Au niveau de la méthode d'analyse, donc c'est principalement en actualisant les valeurs. Je vous introduis la notion de valeur actualisée nette. C'est pour un revenu futur, quel montant devrais-je placer aujourd'hui dans une institution financière pour avoir un montant équivalent dans mettons, 5 ans. Donc, si je vais avoir 5 000 $ dans 5 ans, en considérant qu'un taux d'intérêt à 10 %, quelle somme dois-je placer aujourd'hui dans mon compte pour que le rendement soit rendu? Donc ça, c'est un principe qu'un dollar aujourd'hui vaut mieux qu'un dollar dans un an parce qu'il va y avoir une partie d'inflation aussi. Il y a une perte de rendement qui est associée à son immobilisation dans l'entreprise. Donc, juste un petit calcul que j'ai fait rapidement pour un projet 1 qui coûte 5 000 $, projet 2 qui coûte 5 000 $ également. J'ai fait l'expérience avec des flux monétaires de 7 000 $ dans les deux cas. Pour le projet 1, les rentrées d'argent sont beaucoup plus rapides versus le projet 2 où là, le produit est plus long à développer, mais la troisième année, ça tape fort, les résultats de vente sont là. Donc, le bénéfice, au lieu de faire 7 000 moins 5 000, 2 000, en considérant justement qu'il y a un coût à l'argent qui va rentrer plus tard, la valeur actualisée nette dans le projet 1 nous donne un 1269 de profit, tandis que dans le projet 2 nous donne un 776 parce que nos entrées d'argent vont se faire plus tard. On n'en profite pas tout de suite pour développer autre chose. Donc ça, c'est un exemple de valeur actualisée nette. C'est beaucoup dans l'analyse financière des choses également, la durée de recouvrement, à savoir on investit un montant d'argent, ça va nous prendre combien de mois, combien d'années à récupérer nos sommes pour faire autre chose avec. Valeur de revente d'une entreprise. Donc, principalement, il y en a deux qui sont plus importantes que d'autres, si on veut. Au niveau de la valeur des actifs, c'est qu'on va passer dans le bilan
quelle est la valeur des actifs qui nous sont présentés. Fait que le monétaire, on sait que ça vaut son argent, mais quand on arrive au niveau des équipements, est-ce que j'achète cet équipement-là ou bien je peux acheter un équipement comparable sur le marché? Donc, au livre, c'est marqué 15 000 $ pour une presse, mais finalement, sur le marché, je vais voir de quoi avec à peu près le même nombre d'heures d'utilisation, puis finalement, c'est disponible à 12 000. Bon, ben là, on va pouvoir négocier une différence dans le prix avec notre promoteur ou notre vendeur. Donc, l'analyse du bilan aussi, si on achète les actions versus acheter les actifs, il y a des implications qui sont différentes également. Donc, tant au niveau de l'impôt qu'au niveau des obligations, s'il y a des recours qui sont contre l'entreprise, c'est que ça va nous revenir également lorsqu'on achète les actions. Quand on achète les actifs, on n'en a pas. Il y a toute la partie également des conventions collectives. Ça, c'est un autre domaine également à considérer. Au niveau de la valeur du rendement attendu, donc ça, c'est du point de vue financier comme tel, c'est de dire si je dois payer 100 000 $ pour une entreprise qui va me rapporter un certain bénéfice, est-ce que je ne serais pas mieux de placer mon 100 000 pour acheter une obligation qui va me rapporter un revenu fixe? Donc, dans ce cadre-ci, c'est qu'il y a dans différents secteurs, on va dire dans le secteur manufacturier, automobile, bon, ben, on va évaluer à l'état des résultats les bénéfices, on va les multiplier par 3, 4 ou 5 années pour déterminer la valeur d'acquisition de l'entreprise. Donc, ça, c'est des domaines où on ne peut pas nécessairement avoir de chiffres précis là-dessus non plus. L'achalandage comme tel, ça c'est un ancien terme, là. Je l'ai laissé là pareil parce qu'il demeure dans le discours du monde. Tout ce qui est les actifs intangibles, donc on achète des brevets. Est-ce qu'ils ont une valeur ces brevets-là? Donc comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Souvent c'est que les brevets, c'est là il y a une production qui est faite ou il y a une licence qui est octroyée qui, elle, va nous donner des revenus. Fait que c'est beaucoup par le potentiel de revenus, de contrats qu'on va pouvoir se négocier avec ces actifs intangibles-là, qu'on va pouvoir l'évaluer. Donc, c'est toujours des postes qui sont plus difficilement finançables également auprès des institutions financières. Il faut savoir ce qu'on achète. Donc, grosso modo, il n'y a pas de juste valeur qui est précise. Il faut parler d'un intervalle de prix ou d'une fourchette de prix. Donc, ce prix va également refléter la capacité à négocier puis à vendre sa salade. Donc, en ce sens que il n'y a pas rien de défini, c'est un dialogue qu'on instaure. L'entreprise va continuer à évoluer. Est-ce qu'on achète l'ensemble de l'entreprise? On en achète juste des parties? On laisse faire tel équipement pour se concentrer sur un département de l'entreprise? Il y a une partie de négociation que le prix, il n'y a pas de bonne méthode ou de mauvaise méthode. Il y a seulement des indicateurs qui permettent de nous donner de l'argumentaire pour négocier. Donc, au travers de ça... OK. Fait que fourchette et salade, là, on voit aussi que l'heure du dîner va approcher au travers de ça. Pour ceux qui vont manger à midi avec des baguettes, je vous présente un effet de levier pour terminer la présentation. Donc, l'effet de levier, c'est de vérifier au niveau d'une entreprise la différence entre ce que les prêts vont nous demander en termes de rendement fixe. Donc, c'est un taux d'intérêt, on sait, c'est du 7, c'est du 10 % qui nous est demandé à chaque année, peu importe les résultats de l'entreprise. Tandis que l'avoir des actionnaires, elle, va varier en fonction du revenu. Est-ce qu'on peut se verser des dividendes ou on ne peut pas cette année? Donc, dans ce cadre-là, l'effet de levier est très important. Ça considère le rendement espéré de l'entreprise, donc la fluctuation au niveau de l'état des résultats des bénéfices. Puis également, ça vient donner un impact également sur le risque du capital action. Donc, un effet de levier... ça va dans un sens, mais ça va dans l'autre. Ça a pour effet de concentrer les revenus sur une plus petite base d'actionnaires, mais pour les pertes, ça peut être la même chose aussi. Donc, il y a des niveaux qui sont à considérer. Au niveau du système bancaire, ce qui s'est fait dans les dernières années, c'est qu'il y avait des fois des effets de levier qui étaient du 1 pour 30. Donc, il n'y avait pas de mise de fonds pratiquement qui était réalisée dans les grosses acquisitions. La conjoncture économique a descendu rapidement.
Les actionnaires avaient plus de moyens à l'interne pour financer leurs activités. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont